Ce fut un été étrange et poignant pour le football anglais. Quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 1958, la catastrophe aérienne de Munich, en février, importa les plus grandes stars de la génération des Busby Babes de Manchester United, ceux qui étaient censés former le noyau des Trois Lions lors de ce tournoi. Au milieu de cette immense douleur, une équipe d'Angleterre remaniée, marquée par le deuil et un lourd fardeau psychologique, s'envola pour la Scandinavie. Ils jouaient non seulement pour le drapeau, mais aussi pour leurs camarades disparus. Bien que leur parcours s'acheva après un match de barrage contre l'Union soviétique, la force de caractère de ces hommes donna naissance à une épopée à la fois tragique et héroïque. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Que sont devenus ces jeunes hommes? Replongeons-nous dans le passé et retraçons l'histoire des 12 figures emblématiques de l'équipe d'Angleterre de 1958. Billy Wright, post, défenseur central/capitaine. Dans l'équipe d'Angleterre de 1958, Billy Wright n'était pas seulement le capitaine, il était une véritable légende vivante. Le rock le plus solide que le football anglais ait jamais connu. À 34 ans, Billy Wright portait le brassard de capitaine avec une dignité et une majesté impressionnantes. Premier joueur au monde à atteindre les 100 sélections en équipe nationale. Il était le seul pilier spirituel d'une équipe dévastée par le désastre de Munich. Malgré une taille peu adaptée au poste de défenseur central, son intelligence de jeu et ses tacles glissés d'une précision millimétrée faisaient de lui un cauchemar pour tous les attaquants. En Suède, il a joué chaque minute, portant la défense sur ses épaules avec l'expérience et le dévouement d'un grand frère. Après ce tournoi, Billy Wright continua de jouer une saison supplémentaire pour les Wolverhampton Wanderers, son club de cœur, avant de raccrocher les crampons en 1959. Sa vie hors des terrains fut aussi brillante et glamour que sa carrière de footballeur. Son mariage avec Joy Beverley, l'une des célèbres sœurs Beverley, fut comparé au couple star des années 50, Beckham et Victoria. Ils formaient alors le couple emblématique du sport et du divertissement britannique. Plus tard, Billy Wright tenta sa chance comme entraîneur d'Arsenal et comme consultant sportif à la télévision, où il continua d'être respecté pour sa courtoisie et son érudition. Il vécut une vie bien remplie et fut décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, par la famille royale pour son engagement indéfectible. L'image de Billy Wright sur le terrain reflétait parfaitement l'homme dans la vie, loyal, discipliné et responsable. Si sur le terrain il était un guerrier qui ne reculait jamais, dans la vie, c'était un gentleman exemplaire, un mari et un père modèle. Il semblait incarner toute la gloire du football anglais des années 1950. Pourtant, le parcours de ce grand capitaine devait prendre fin. Le 3 septembre 1994, Billy Wright s'éteignait à l'âge de 70 ans après un long combat contre un cancer de l'estomac. Sa disparition laissa un vide immense et ses cendres furent dispersées à Molineux afin qu'il ne fasse plus qu'un avec le club qu'il avait servi toute sa vie. Don Howe, poste, arrière droit. Don Howe, le défenseur de 22 ans de West Bromwich Albion, fut une révélation lors de la Coupe du Monde 1958. Il disputa les 4 matchs avec une maturité impressionnante. Howe n'était pas un défenseur se contentant de dégager le ballon, il jouait avec intelligence, anticipant les situations et effectuant des couvertures judicieuses. Sa performance durant le tournoi confirma son statut de l'un des meilleurs latéraux anglais de l'époque. Son sens tactique aiguisé dès son plus jeune âge laissait présager un avenir prometteur dans le monde de la tactique. Après avoir pris sa retraite suite à une fracture de la jambe, Don Howe est devenu l'un des plus grands entraîneurs et adjoints du football anglais. Il fut le cerveau du doublé d'Arsenal en 1971 et le bras droit de sélectionneurs anglais tels que Ron Greenwood, Bobby Robson et Terry Venables. Don Howe était respecté par les professionnels pour son immense savoir et sa maîtrise du jeu. Il a consacré sa vie entière à l'étude et à l'enseignement du football, formant et accompagnant d'innombrables générations de joueurs et d'entraîneurs de renom. Dans la vie, Don Howe était sérieux, dévoué et toujours en quête de perfection. Il menait une vie discrète, loin des scandales, se consacrant corps et âme à son métier d'entraîneur. Il incarnait le professionnalisme exemplaire. Le parcours de ce génie de la tactique s'est achevé le 23 décembre 2015, jour de son décès à l'âge de 80 ans. Son héritage ne se limite pas au titre, mais constitue le socle tactique qui a façonné le football anglais pendant des décennies.
Derek Kevin Post, attaquant. Derek Kevin, surnommé le Tank, était le fer de lance de l'attaque anglaise lors de la Coupe du Monde 1958. À 23 ans, Kevin possédait un physique colossal et un style de jeu puissant et percutant. Dans un contexte où l'équipe était privée de ses principaux attaquants suite à la catastrophe de Munich, Kevin a assumé la responsabilité de marquer et a brillé avec 2 buts durant le tournoi. Ce n'était pas un attaquant technique, mais sa présence dans la surface représentait une menace constante pour toutes les défenses. Kevin jouait avec une force musculaire et une détermination sans faille, prêt à se frayer un chemin à travers tous les obstacles pour envoyer le ballon au fond des filets. Après la saison 1958, Kevin continua de briller comme un buteur redoutable en club, sous les couleurs de West Bromwich Albion, Manchester City et Crystal Palace. Il inscrivit des centaines de buts dans les championnats anglais, devenant l'un des attaquants les plus efficaces des années 60. Après sa retraite, Kevin choisit une vie simple, loin des projecteurs. Il travailla dans le secteur des loteries, puis géra un pub dans sa ville natale. Kevin était de ceux qui ne vivaient pas dans le passé. Il acceptait les réalités de la vie et trouvait du plaisir dans le travail quotidien. Le contraste entre le « tank », fougueux sur le terrain, et l'homme discret et humble derrière le comptoir du bar est une image typique de cette génération de joueurs. Pour Kevin, le football était un métier et une fois sa carrière terminée, il redevenait un mari et un père dévoué. Cependant, le parcours de ce géant au cœur tendre s'est lui aussi achevé. Le 4 janvier 2013, Derek Kevin s'est éteint à l'âge de 77 ans. Il est parti avec le souvenir d'un jeu d'eau au but exceptionnel, laissant un vide immense chez les supporters de West Bromwich Albion. Bill Slater, poste, défenseur central/milieu défensif. Bill Slater était un cas particulier au sein de l'équipe d'Angleterre de 1958. À 31 ans, il avait été joueur amateur pendant la majeure partie de sa carrière avant de devenir professionnel sur le tard. Slater jouait au football tout en enseignant l'éducation physique à l'université de Birmingham. Lors de la Coupe du Monde, il apporta à son jeu le calme et la sagesse d'un homme cultivé. Il fut titulaire lors des 4 matchs, assurant la protection de Billy Wright en tant que défenseur central. Son intelligence et sa capacité à anticiper les situations lui permirent de compenser un manque de puissance physique par rapport à ses adversaires plus jeunes. Après le tournoi, Bill Slater poursuivit une brillante carrière aux Wolverhampton Wanderers, remportant le titre de joueur de l'année FWA en 1960. Une fois sa carrière de footballeur terminée, il mit à profit ses compétences universitaires pour devenir directeur des sports dans des universités, puis président de la Fédération britannique de gymnastique. Il fut également décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, pour sa contribution au sport. Le parcours de Slater est la preuve que football et études peuvent parfaitement s'harmoniser et se compléter. Bill Slater incarnait le gentleman du football, faisant preuve d'élégance et d'intelligence sur et en dehors du terrain. Il a mené une vie riche et accomplie, couronné de succès dans tous les domaines où il s'est investi. Cependant, la loi de la nature, du vieillissement, de la maladie et de la mort est implacable. Le 18 décembre 2018, Bill Slater s'est éteint à l'âge de 91 ans après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Sa disparition a marqué la fin d'une génération exceptionnelle de joueurs intellectuels dans l'histoire du football. Bobby Robson, poste. Attaquant intérieur/milieu de terrain. Bobby Robson, le jeune homme de 25 ans au sourire radieux, était l'un des espoirs de l'Angleterre en 1958. Il disputa 3 matchs lors du tournoi, insufflant énergie et intelligence à son jeu. Bien que sa carrière internationale n'ait pas atteint la même envergure que celle de ses coéquipiers Finney ou Wright, son sens tactique et ses qualités de leader innées se révélèrent très tôt. Robson jouait avec sa tête, observant et analysant constamment, des qualités qui annonçaient la naissance de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. En effet, le plus grand héritage de Bobby Robson ne réside pas dans ses exploits sur les terrains, mais dans son rôle d'entraîneur. Après avoir raccroché ses crampons, il a transformé Ipswich Town, alors une petite équipe, en une force européenne.
Il a mené l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 1990 et a guidé de grands clubs comme Barcelone, Porto et le PSV Eindhoven vers la gloire. Bobby Robson était respecté dans le monde entier, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa noblesse de caractère. Il a lutté contre un cancer du poumon pendant de nombreuses années, sans jamais laisser la maladie éteindre son sourire et sa passion pour le football. Il a créé la fondation Sir Bobby Robson, récoltant des millions de livres sterling pour aider d'autres malades du cancer. La vie de Bobby Robson était un véritable conte de fées, où la bonté et la droiture triomphaient toujours. Surnommé le chevalier du football, il était adulé de Newcastle à la Catalogne. Quel que soit son poste, il rayonnait d'une énergie positive et d'un enthousiasme hors du commun. Mais finalement, le coup de sifflet final retentit sur le match le plus difficile de sa vie. Le 31 juillet 2009, Sir Bobby Robson s'est éteint à l'âge de 76 ans après un long et courageux combat contre le cancer. Le monde du football tout entier s'est incliné pour lui dire adieu, à cette légende qui restera à jamais gravée dans le cœur des supporters. Colin MacDonald, poste, gardien de but. Colin MacDonald était le gardien numéro 1 de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1958. À 27 ans, le portier de Burnley réalisa un tournoi exceptionnel. Il fut élu meilleur gardien du monde par les experts à cette époque, surpassant même le légendaire Lev Yashin lors de certains duels. Doté de réflexes fulgurants et d'un courage à toute épreuve face au choc, MacDonald fut le gardien fiable qui permit à l'Angleterre de préserver sa cage inviolée face au redoutable Brésil de Pelé et Garrincha. Son avenir semblait tout tracé, avec une place de titulaire indiscutable dans les cages des Trois Lions. Cependant, le destin fut ironique et cruel, un an seulement après la Coupe du Monde, le jour de la Saint-Patrick 1959, lors d'un match de sélection. MacDonald se fractura gravement la jambe suite à un choc. Cette blessure mit un terme définitif à sa carrière de gardien de but de haut niveau à seulement 28 ans. De meilleur gardien du monde, il fut contraint de quitter les terrains, souffrant et rongé par les regrets. Loin de se laisser abattre, MacDonald se tourna vers le recrutement et l'entraînement des jeunes, consacrant des décennies de son temps à des clubs comme Bolton et Burnley. L'histoire de Colin MacDonald est une tragédie typique du talent brisé par les blessures, mais aussi un hymne à la résilience. Il n'a pas blâmé le destin, mais a choisi de continuer à aimer le football autrement. Il a vécu ses vieux jours dans le respect de la communauté footballistique du Lancashire. Cependant, le gardien de but légendaire a finalement dû se retirer. Le 8 janvier 2021, Colin MacDonald s'est éteint à l'âge de 90 ans. Sa disparition nous rappelle un talent exceptionnel qui a jadis brillé dans le ciel suédois. Tom Finney, poste, Adequant/Alier. Tom Finney, le plombier de Preston, arriva à la Coupe du Monde 1958 à l'âge de 36 ans. Il était l'un des plus grands joueurs que le monde ait jamais connu, un homme que ses adversaires encensaient comme celui qui pourrait jouer au football avec une béquille. Lors de ce tournoi, Finney fut l'âme des attaques, marquant le seul but anglais lors du match nul contre l'Union soviétique en phase de groupe. Malgré son âge avancé et les blessures qui le handicapaient, chaque fois que le ballon arrivait à ses pieds, les spectateurs étaient témoins d'une douceur, d'une agilité et d'une finesse bouleversantes. Il représentait une génération de joueurs qui jouaient par pure passion, sans calcul ni soif de gloire. Après la Coupe du Monde, Finney consacra ses dernières années à Preston North End avant de prendre sa retraite en 1960. Ce qu'il y avait de plus étrange et de plus admirable chez Finney, c'était sa fidélité absolue. Malgré des offres mirobolantes de clubs italiens, il refusa catégoriquement de rester fidèle à son équipe natale, où il jouait au football tout en travaillant comme plombier pour compléter ses revenus. Après avoir raccroché ses crampons, il ne choisit pas la voie du coaching, mais retourna à une vie simple, reprenant l'entreprise familiale et s'engageant dans des œuvres caritatives. Il devint président de Preston North End, une fonction symbolique en reconnaissance de son engagement. Finney mena une vie d'une incroyable humilité, contrastant avec son immense talent, refusant toujours les éloges et consacrant son temps à prendre soin de sa femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer, durant leurs vieux jours. Le contraste entre le génie artistique, Tom Finney sur le terrain, et le travailleur acharné, Tom Finney dans la vie est ce qui rend son histoire si touchante.
Il incarnait la loyauté et la bonté, des qualités rares dans le football moderne. Mais le temps est impitoyable et n'épargne aucune légende. Le 14 février 2014, Sir Tom Finney s'est éteint à l'âge de 91 ans. Sa disparition a plongé la ville de Preston dans le deuil, et l'héritage qu'il a laissé derrière lui ne se résume pas à ses buts, mais à l'exemple d'une noblesse éternelle. Johnny Haynes, poste, meneur de jeu. Johnny Haynes, le jeune homme de 23 ans originaire de Fulham, était le maître à jouer de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Doté d'une vision tactique exceptionnelle et d'une capacité à placer le ballon aux pieds de ses coéquipiers, Haynes était comparé à un architecte sur le terrain. Il fut le premier joueur en Angleterre à percevoir un salaire de 100 livres sterling par semaine après la suppression du plafonnement des salaires, preuve de sa valeur et de son influence. Lors de cette Coupe du Monde, malgré les difficultés de l'Angleterre à marquer, les passes millimétrées de Haynes restèrent un point fort du jeu anglais. Il jouait avec l'allure d'une star de cinéma, élégant, sûr de lui et captivant. La carrière de Haynes est restée à jamais liée à Fulham, où il est devenu une légende. Cependant, le destin a durement frappé ce talentueux milieu de terrain. En 1962, un grave accident de la route lui a causé de graves blessures aux jambes et au dos, le privant de sa vitesse et de son agilité naturelle. Malgré ses efforts pour revenir sur les terrains, Haynes n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Après sa retraite, il a brièvement joué en Afrique du Sud avant de s'installer en Écosse. Haynes a mené une vie discrète après le football. Il a profité de jours paisibles en famille et a conservé des liens étroits avec Fulham, où une statue à son effigie se dresse devant Craven Cottage. Sur le terrain, Johnny Haynes était un meneur d'hommes exigeant, toujours prêt à rendre des comptes à ses coéquipiers. Andy Hoare, c'était un homme chaleureux et profond. Symbole de la transition entre le football classique et le football moderne, il incarnait la première génération de superstars anglaises. Pourtant, la tragédie semblait le poursuivre. Le 17 octobre 2005, le jour de son anniversaire, Johnny Haynes décédait subitement à l'âge de 71 ans, des suites d'un accident de voiture qui lui avait provoqué une hémorragie cérébrale. Une fin tragique pour le maestro du football anglais, qui avait passé sa vie à dessiner des courbes magnifiques sur la pelouse. Bobby Charlton, posté, attaquant/milieu offensif. Bien que les statistiques n'affichent aucun temps de jeu pour Bobby Charlton, la présence de ce jeune homme de 20 ans dans l'équipe d'Angleterre de 1958 est l'histoire la plus émouvante. Bobby avait survécu à la catastrophe aérienne de Munich, où il avait perdu ses plus proches coéquipiers. Les sélectionneurs avaient décidé de ne pas le faire jouer lors de la Coupe du Monde, inquiets du traumatisme psychologique profond qu'il subissait. Assis sur le banc, le regard triste, il regardait ses coéquipiers jouer, portant en lui la douleur du survivant et la promesse de vivre pour ceux qui étaient partis. Surmontant cette douleur insoutenable, Bobby Charlton est devenu la plus grande légende du football anglais. Il a mené les Three Lions à la victoire lors de la Coupe du Monde de 1966 et a hissé Manchester United des cendres de Munich au sommet du football européen en 1968. Ses frappes puissantes de loin et sa coiffure emblématique sont devenues des symboles planétaires. Sir Bobby Charlton n'était pas seulement un joueur, il était un ambassadeur, un homme respecté de tous. Toute sa vie a été consacrée à la mémoire des victimes de Munich et au développement du football chez les jeunes. L'héritage de Bobby Charlton dépasse largement les limites du terrain. C'est une histoire de renaissance. Il a mené une vie exemplaire, humble et empreinte de compassion. Pourtant, dans ces dernières années, il a dû faire face à la démence, cette maladie qui a effacé la mémoire de nombreux coéquipiers de sa génération. Puis, le cœur de cette légende a cessé de battre. Le 21 octobre 2023, Sir Bobby Charlton s'est éteint à l'âge de 86 ans. Sa disparition a été une immense perte pour le football anglais, marquant la fin de l'histoire de la génération munichoise, à la fois héroïque et tragique. Tommy Banks, poste, arrière gauche. Tommy Banks, vingt hout ans, originaire de Bolton Wanderers, était un latéral gauche intraitable pour l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1958. Il était réputé pour son style agressif, son courage dans les duels et sa combativité typique des classes populaires. Banks était le genre de joueur qui faisait trembler ses adversaires, un véritable bourreau de travail protégeant le flanc gauche.
Bien que sa technique ne fût pas spectaculaire, sa ténacité était un atout précieux pour la défense des Trois Lions cette année-là. Il a disputé les 4 matchs, affrontant les meilleurs ailiers du monde sans broncher. Après sa carrière de footballeur, Tommy Banks reprit une vie de travailleur aguerri. Il travailla dans le bâtiment, participant directement aux travaux manuels sans se soucier des difficultés. Il conserve le caractère franc, direct et plein d'humour des habitants du Lancashire. Banks racontait souvent des anecdotes sur l'époque où le football était encore primitif, où les joueurs jouaient par plaisir plutôt que pour l'argent. Il fut un témoin précieux d'une époque où le football était encore rustique et authentique. La vieillesse de Tommy Banks fut marquée par de nombreuses difficultés, notamment la démence, une maladie professionnelle fréquente chez les joueurs de son âge, due aux nombreux coups de tête portés avec de lourds ballons de cuir. Malgré tout, il garda espoir et fut entouré avec dévouement par sa famille. Mais finalement, le parcours de ce défenseur infatigable dut s'achever. Le 13 juin 2024, Tommy Banks s'éteignit à l'âge de 94 ans. Il était l'un des derniers membres de l'équipe de 1958 à quitter ce monde, laissant un grand vide parmi les supporters de Bolton. Brian Douglas, Post, Alia. Brian Douglas, le joueur de 24 ans issu des Blackburn Rovers, était un véritable poison sur l'aile droite anglaise. Rapide, technique et doté d'une précision chirurgicale dans ses centres, Douglas a disputé 3 matchs lors de la Coupe du Monde 1958. Ailier classique, il longeait constamment la ligne de touche et créait des occasions pour les attaquants. La fidélité était le maître mot lorsqu'on parle de Douglas, qui a consacré toute sa carrière à Blackburn Rovers, disputant plus de 400 matchs et devenant une légende vivante du club. Après avoir raccroché ses crampons, Brian Douglas n'a pas abandonné le football et est resté fidèle à sa ville natale, Blackburn. Il a ouvert une petite entreprise et menait une vie simple avec sa famille. Contrairement à nombre de ses coéquipiers disparus, Douglas a eu la chance de conserver une santé relativement bonne jusqu'à un âge avancé. Il apparaissait fréquemment dans les tribunes d'Ewood Park pour encourager son équipe de cœur, respecté par les jeunes supporters comme un témoin de l'histoire. Aujourd'hui, à 90 ans, Brian Douglas coule toujours des jours paisibles dans sa ville natale. Il est l'un des rares membres de l'équipe d'Angleterre de 1958 encore en vie pour raconter les exploits de cet été suédois. Malgré une démarche ralentie et des cheveux blancs, sa passion pour le football est restée intacte. Il est un livre d'histoire vivant, le dernier lien entre le présent et le passé glorieux d'une génération dorée. Eddie Clamp, Post, milieu défensif. Eddie Clamp, surnommé Chopper, terrorisait tous les milieux de terrain adverses. À 23 ans, le joueur des Wolverhampton Wanderers apportait agressivité et puissance physique au milieu de terrain anglais. Lors de la Coupe du Monde 1958, Clamp disputa 3 matchs, se chargeant de récupérer le ballon et de le disputer avec acharnement. Son style de jeu était parfois critiqué pour sa violence, mais son efficacité était indéniable. Il était le protecteur de joueurs comme Johnny Haynes ou Tom Finney, leur permettant ainsi de s'exprimer pleinement. Après sa carrière de footballeur, Eddie Clamp s'est tourné vers les affaires. Il possédait une entreprise de décoration d'intérieur qu'il dirigeait avec la même détermination que sur le terrain. La vie de Clamp était trépidante et il a toujours conservé son caractère franc et direct. Homme de famille, il travaillait dur pour offrir une vie confortable à sa femme et à ses enfants. La combativité dont il avait fait preuve sur le terrain l'a aidé à devenir un homme d'affaires audacieux. Cependant, le destin d'Eddie Clamp fut bien plus bref que celui de nombre de ses coéquipiers. Il n'eut pas la chance de profiter d'une vieillesse paisible. Le 14 décembre 1995, Eddie Clamp décéda subitement à seulement 61 ans. Sa disparition prématurée fut un choc pour ses anciens coéquipiers des Wolves et de l'équipe d'Angleterre, qui ne gardèrent que le souvenir d'un milieu de terrain solide comme un roc et au grand cœur.